L'hebdo politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'hebdo politique sur Sensation, diffusée également sur BPM, la radio du Montois. Ce soir, je reçois la députée La République En Marche des Yvelines, Nadia Hay. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Nadia Hay, bonsoir. Bonsoir Véronique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 37 ans, vous êtes née à Trappes et vous avez fait toute votre carrière, jusque-là en tout cas, dans la banque, notamment comme conseillère en gestion de patrimoine. Et puis l'an dernier, vous vous êtes lancée en politique derrière Emmanuel Macron et vous avez été investie comme candidate aux législatives par La République En Marche, élection remportée dans la 11e circonscription face au député sortant Benoît Hamon et au maire d'Elancourt, Jean-Michel Fourgousse. À l'Assemblée, vous êtes également membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire et aussi de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. L'hebdo politique, Véronique de la Maisonneuve. Alors pour débuter, juste un petit point sur cette élection. Vous étiez face à Jean-Michel Fourgousse au second tour et il a fait un recours en annulation. Où en est ce recours ? Alors, le recours est encore en cours d'instruction auprès du Conseil constitutionnel. Je ne ferai pas de commentaires sur les motifs du recours. Je les garde pour les restituer en fin de processus. Alors, il y a un élément nouveau qui nous a été communiqué il y a quelques jours. Donc, le ministère de l'Intérieur a rejeté le recours. Donc, il y a eu une fin de non-recevoir pour la première étape. Maintenant, on attend la décision du Conseil, tout à fait. Alors, je l'ai expliqué, pendant tout votre début de carrière, vous étiez dans la banque, et puis vous arrivez en politique et vous êtes élu. Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on vit tout ça ? Comment se sont passés vos premiers pas en politique ? Et puis à l'Assemblée nationale, qui est une grande responsabilité d'être député de la République ? Alors, les premiers pas en politique ont été faits quelques semaines avant mon élection, ou même quelques mois avant mon élection, puisque j'ai créé le comité des femmes en marche avec Macron, où là, effectivement, c'était les premiers pas en politique. Et donc, les premiers pas à l'Assemblée nationale ont été très tumultueux. Donc, vous avez entendu et lu les différents commentaires qui ont été faits. Donc, c'était des premiers pas assez difficiles, parce que c'est une période d'apprentissage. Et c'était une période d'apprentissage pour beaucoup d'entre nous. Donc, il a fallu effectivement avoir une période de rodage. De formation aussi, on peut dire. Oui, on peut dire de formation, puisqu'effectivement, on arrive, on fait nos premiers pas. Donc, c'est de la formation, mais c'est une formation très, très accélérée, puisque les premiers dossiers et grandes lois ont été décidés cet été. Donc, il a fallu se mettre très vite au travail. Et donc, la preuve est que, voilà, que les lois ont été votées. Donc, c'est possible pour des débutants à l'Assemblée nationale de concrétiser des lois et d'aller au bout des réflexions qui ont été les nôtres ces dernières semaines. Alors, cette rapidité du président, ces décisions de réforme ne sont pas forcément très bien comprises dans le pays. On a vu, il y a eu des grèves, il y a eu des manifestations. Sa cote de popularité n'est pas très très bonne, elle a même beaucoup chuté pendant l'été. Est-ce que vous comprenez cette crainte des Français vis-à-vis de ce que veut faire le président Macron ? Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Tout d'abord, il faut souligner que le président Emmanuel Macron est allé au bout, en tout cas, les premières lois et les décisions qui ont été prises. Donc, il est allé au bout de ses promesses de campagne. Et donc, ça, c'est une première, de commencer, puis d'aller tout de suite sur une réforme structurelle. Quand on touche déjà à la confiance en la vie politique, c'est une réforme structurelle. Quand on vote la loi, le vote par ordonnance, donc c'est une réforme structurelle. Donc, et d'inscrire dans le droit commun également une loi qui était pour lutter contre le terrorisme, c'est également une réforme structurelle. Donc, il va au bout de ce qu'il dit. Et effectivement, ça peut... Donc, c'est le lot de la vie politique que d'avoir des sondages avec des baisses de popularité et une évolution positive quelques temps après. Je pense qu'il ne faut pas s'attarder là-dessus. Il faut s'attarder sur le travail qui est le nôtre, de continuer à réformer de manière structurelle le pays et de le faire de manière très efficace.
Sans écouter les gens qui sont dans la rue, les gens qui sont inquiets. Le travail d'écoute, a été fait, puisque je le rappelle, les différents syndicats ont été reçus à l'échelle la plus haute de l'État, donc par le président de la République, ensuite par le Premier ministre et ensuite par la ministre du Travail. Donc la concertation a été faite. Il y a bon nombre de syndicats qui sont allés dans le même sens et ont salué ce travail de concertation. Effectivement, il y a des points de divergence, mais ça, c'est le jeu du dialogue. Et effectivement, tout le monde et tous les points ne peuvent être satisfaits, mais le fond est là et il est présent. Sur les mouvements qui ont été de la rue, qui ont été réalisés voilà, ces dernières semaines, de toute façon, ça, c'est un droit démocratique et je continuerai à me battre pour que ce droit existe, puisque ça enrichit les débats. Mais ça a été très peu suivi des faits. Il y avait une centaine de milliers de manifestants. On ne peut pas dire que la mobilisation ait été très importante face à ce projet de loi qui a été voté. Et donc les ordonnances qui ont suivi, qui n'ont pas, en tout cas, reçu une mauvaise... un mauvais accueil. Un mauvais accueil, voilà, c'était le terme que je cherchais. Donc, aux grandes dames de la France insoumise. Puisque justement, vous parlez donc de ces manifestations, c'était pour la loi travail. Parlons-en. Dans la circonscription, cette 11e circonscription dont vous êtes député, fort taux de chômage, gros problème d'emploi. Pour vous, c'est la réponse à ces problèmes, cette loi travail ? C'est une partie des réponses qui est d'assouplir le code du travail pour rendre nos entreprises un peu plus, en tout cas leur donner un peu plus de flexibilité dans la manière d'agir. Maintenant, il faut activer d'autres leviers à côté de ça. Et ça, je l'ai toujours dit, la réforme en elle-même ne suffira pas à redémarrer cette machine qui est l'emploi. Alors concrètement, par exemple, dans la 11e circonscription, quel exemple vous pouvez nous donner ? Les premières interventions que j'ai faites dans la 11e circonscription, c'était en faveur à la rencontre des entreprises en faveur de l'emploi. Donc je me suis rendue à une association de petites et moyennes entreprises et j'ai rencontré également des grands groupes aujourd'hui, des grands groupes français qui sont installés dans la circonscription. Et j'ai découvert qu'il y a des leviers aujourd'hui d'insertion professionnelle de nos jeunes, qu'ils soient encore au collège, au lycée ou alors qu'ils soient déjà à la recherche d'un emploi. Il y existe des structures, mais qui, pour le moment, il y a une espèce d'engrenage qui n'est pas encore tout à fait prêt, tout à fait mûr. Le lien ne se fait pas. Les différents acteurs sont là. Ils veulent agir de manière positive sur l'emploi. Mais ce n'est pas qu'ils ne savent pas s'y prendre, c'est qu'en tout cas, ils ne sont pas face au bon interlocuteur. Donc, vous allez être le point j'espère être ce point-là, d'ancrage en tout cas. J'ai encore rencontré, avant de venir vous voir, l'association FACE, qui, elle, justement, s'occupe de l'insertion des jeunes. Et elle le fait en partenariat avec des entreprises. Et le pourcentage de réussite et d'insertion à l'emploi est de plus de 80% sur les jeunes qui suivent. Donc, il y a un réel résultat, donc une efficacité pour permettre à nos jeunes issus, et ils agissent essentiellement sur des quartiers populaires défavorisés, et donc ces jeunes-là arrivent à retourner dans le marché du travail. Donc l'idée aujourd'hui, et j'espère pouvoir avoir un rôle en tout cas dans tout ça, c'est de créer une relation entre les différents interlocuteurs, les différents acteurs, pour pouvoir relancer cette machine de l'emploi. Je le disais en vous présentant, vous êtes membre de la Commission des finances. Autre point qui bloque un petit peu dans le pays vis-à-vis de ce que propose le président Macron, c'est donc cette loi finances, avec alors le point dont on parle beaucoup, mais qui est très symbolique, encore une fois, pour les Français qui écoutent et qui vivent au quotidien, c'est cet ISF. Et on dit... Voilà, on dit que c'est le président des riches. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Moi, je dis qu'il faut arrêter de prendre la loi de finances par l'ISF. Parce que la loi de finances n'est pas l'ISF et l'ISF à lui seul n'est pas la loi de finances. C'est un ensemble de mesures qui vont être... C'est un symbole qui a marqué les Français. Voilà. C'est devenu un symbole parce que je pense qu'on communique beaucoup là-dessus. Alors que d'autres mesures mériteraient d'être communiquées et discutées davantage. C'est toutes les mesures qui concernent le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on va relever tous les minimums, les minimums sociaux. L'allocation vieillesse, l'allocation pour les adultes handicapés, les baisses de cotisations sur les salaires, le dégrèvement de la taxe d'habitation qui va se faire en 3 ans. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui vont redonner du pouvoir d'achat à nos ménages dès 2018.
Aujourd'hui, on fait un symbole de l'ISF parce que finalement, dans ce pays, on aime bien opposer. On aime bien opposer le salarié à l'entreprise et on aime bien opposer le pauvre aux riches. Je pense qu'il ne faut pas opposer les pauvres aux riches. Nous avons besoin de riches en France pour créer de la richesse. Et l'idée, le projet qui est le nôtre, c'est de tirer la pauvreté vers la richesse et non pas l'inverse. Et que les personnes qui ont de l'argent investissent dans l'économie. C'est ce qu'a dit encore il y a quelques jours sur TF1 Exactement. le président. Vous pensez vraiment que ça va être le cas? Ça sera notre travail. Comme ça n'a pas été le cas depuis des années finalement. Il n'y a pas eu franchement de personnes qui ont réinvesti dans l'économie et que ça a pu par exemple changer pour l'emploi ou pour les finances de ceux qui sont, comme vous le dites, les plus pauvres. Eh bien moi je pense qu'il y a eu une réelle défaillance des parlementaires qui ont jusque-là... alors il y a plein de choses qu'il faut saluer et qu'ils ont réalisées, mais le travail de contrôle et d'évaluation n'a pas été réalisé jusqu'au bout. Donc le travail qui va être le nôtre en tant que parlementaires et spécifiquement aux membres de la commission des finances, dont je fais partie, c'est d'aller sur ce travail de contrôle et d'évaluation et d'aller justement suivre le processus qui va être de réorienter l'épargne, de réorienter la fiscalité qui était jusqu'à aujourd'hui appliquée vers l'investissement productif. Et ça passe effectivement par un certain nombre de concertations. Et les premiers à aller rencontrer, à aller discuter, vont être les intermédiaires financiers. Donc les banques, les compagnies d'assurance et les banques d'investissement. Donc effectivement, ces interlocuteurs-là, ces acteurs de la finance, doivent également contribuer à orienter cette épargne vers l'investissement productif. Ce qu'il faut juste retenir sur la baisse de la fiscalité, c'est pas tant l'ISF qui va être supprimé en partie avec une transformation de l'impôt sur la fortune immobilière. C'est la baisse de fiscalité en général parce que nous voulons justement que cette épargne qui était, parce que c'est de l'épargne qui sert à payer l'impôt sur la fortune, eh bien cette épargne soit redirigée vers des investissements productifs et donc dans nos entreprises. Des décisions ont été prises également pour faire des économies, par exemple la suppression de certains emplois aidés, la grande majorité des emplois aidés. Il y a des petits retraités qui voient aussi leur retraite qui va bouger, ça les inquiète également. Qu'est-ce qu'on répond à ça? J'imagine que quand vous êtes sur le terrain dans votre circonscription, on vous le dit. Exactement. Les communes, certainement, vous avez dû rencontrer qui sont fâchées par la baisse de leur dotation. Alors, la dotation donc, globale de fonctionnement aux communes n'est pas revue à la baisse. Pour la première fois depuis maintenant plus de 10 ans, les dotations globales de fonctionnement vont être maintenues dans les communes. Là où effectivement il y a eu une colère, ce sont sur les emplois aidés ou qui ont été... alors, ils n'ont pas été supprimés les emplois aidés, il faut juste remettre un peu le sujet dans son contexte. Le projet de loi de finances de 2016, donc pour 2017, la loi de finances pour 2017, prévoyait 270 000 contrats aidés. Fin juin, nous avions déjà atteint ce chiffre. Donc, budgétairement, nous n'avions pas la latitude pour pouvoir le financer. Donc, la décision qui a été celle du ministre du Budget, et donc du gouvernement, a été de revoir à la hausse les emplois aidés. Donc, ils ont été revus à la hausse. Nous sommes passés à plus de 320 000 emplois aidés. Mais ce qui n'était pas forcément suffisant, puisqu'on avait dans les tuyaux, si je puis dire, il y avait plus de 400 000 emplois aidés. Donc, il a fallu faire effectivement des arbitrages et certains emplois aidés n'ont pas été reconduits. Mais l'idée, ce n'est pas tant de rester focalisé sur la suppression ou non des emplois aidés et de leur nombre, sachant que sur la loi de finances que nous allons voter cette année, il y a 200 000 emplois aidés qui sont dans le budget. Mais l'idée, c'est comment améliorer l'insertion de ces personnes qui sont dans un process d'embauche, en tout cas de retour à l'emploi. C'est comment les insérer de manière très efficace dans la vie professionnelle. Et c'est ça qui va être aujourd'hui l'enjeu et notre tâche. Plus de 15 milliards de budget pour la formation. Donc je pense que là, on apporte un budget qui va savoir donner des réponses pour ces personnes-là. Donc ça, c'est sur le fond. Et sur la forme, donc c'est effectivement la suppression qui est arrivée cet été, mais ça, le trou dans le budget, nous l'avons su fin juin, donc début juillet, donc ça a été un petit peu compliqué de gérer tout ça. Et sur la partie, donc sur les retraités, effectivement, nous demandons aux retraités aux revenus modestes, un peu plus que modestes et les revenus aisés, de participer à l'effort collectif.
Les retraités qui ont des bas revenus, donc moins de 2 500 € pour une personne seule, moins de 5 000 € pour un couple, se verra compensé par le dégrèvement de sa taxe d'habitation. Ça, c'est pour répondre sur la hausse de la CSG. Et effectivement, ceux qui sont au-delà de ces plafonds, nous leur demandons un effort. On passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. La suite de cet hebdo politique où je reçois aujourd'hui Nadia Hay, la députée des Yvelines. Dans votre circonscription, il y a de la violence, de l'insécurité, même plus, puisque on dit que 60 à 80 jeunes auraient quitté Trappes pour la Syrie ces derniers mois. En matière de sécurité, le président, dans son intervention sur TF1 il y a quelques jours, a dit que tous les étrangers en situation irrégulière qui commettent un délit, quel qu'il soit, seront expulsés. Qu'en pensez-vous, vous qui êtes au cœur d'une circonscription qui peut être touchée par ce type de violence? Eh bien, moi, je pense que il a déjà, il y a déjà une décision qui a été prise cet été avec l'expulsion de trois habitants de la circonscription, vers leur pays d'origine. Donc, ça montre effectivement qu'il y a une réelle volonté d'agir contre la radicalisation et contre le terrorisme. Nous avons également apporté une réponse au mois de septembre avec le vote de la loi antiterroriste. Donc il y a vraiment une volonté aujourd'hui d'agir en répression face à ces actes-là. Je pense que la tolérance doit être zéro s'agissant de ces actes. Mais à côté de ça, je pense qu'il ne faut pas exclure l'aspect prévention et l'aspect sensibilisation. Donc je sais qu'il y a des associations qui aident, qui œuvrent et des éducateurs qui œuvrent au quotidien pour sensibiliser nos jeunes sur les risques qu'entraîne la radicalisation ou pour qu'ensuite que ça se termine en acte terrible, horrible. Donc je pense qu'il faut saluer, il faut aujourd'hui accompagner ces associations. Il faut aussi accompagner la prévention dans les forces de l'ordre. Moi, alors, en plus de mes fonctions, je suis rapporteur spécial sur le budget de la police et de la gendarmerie. Donc, j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs et à très haut niveau qui, justement, luttent pour la prévention, pour justement réduire les risques de radicalisation et de terrorisme. Donc il faut accompagner, il faut saluer toutes les démarches dans ce sens-là. Et nous, politiques, nous avons également un rôle à jouer là-dessus pour soutenir vraiment toutes les initiatives qui peuvent être conduites pour lutter contre ce fléau. Tout à fait autre chose, mais c'est un fléau également. Je le disais, vous êtes membre de la commission d'égalité de chance entre les hommes et les femmes et aux droits des femmes. Oui. Malheureusement, l'actualité nous montre qu'il y a urgence, ici, ailleurs, à l'étranger, aux États-Unis. Pourquoi vous vous êtes engagée? J'imagine que c'est une volonté aussi personnelle, là, quand on est une femme et qu'on s'engage dans ce... Alors, je me suis engagée en politique à travers, d'ailleurs, ce sujet-là. Parce que pour moi, l'égalité homme-femme est plus qu'un sujet législatif. C'est un changement de mentalité qui doit être opéré. Pour moi, c'est important parce que je viens d'un milieu populaire. Alors, j'aime pas trop faire le parallèle entre de là où je viens et mon combat, puisqu'il y a... ça voudrait dire qu'on retrouve des inégalités juste dans ces milieux-là, alors que c'est tout milieu confondu. Mais pour moi, c'est important que la femme ait sa place aujourd'hui dans la société, qu'elle soit respectée en tant que telle. Et une femme, un homme, c'est 1 + 1. Enfin, je veux dire, on n'a pas à s'excuser d'être une femme ou être réduit à une autre place qui devrait être la nôtre. Donc, au-delà effectivement d'un aspect législatif, il y a tout un changement de mentalité à faire. Mais l'actualité nous montre qu'aujourd'hui, nous passons un cap. Et notamment, nous avons connu il y a 2 jours l'agression d'une petite fille qui s'est déroulée à Trappes. Donc un acte barbare, exactement, un viol, appelons-le comme tel, comme ce qu'il est. Et donc il faut briser le silence, il faut briser ce tabou, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est encore tabou dans la bouche des victimes dans un premier temps, des politiques aussi, et de certains acteurs. Donc il faut briser tout ça. Parlons d'abord de la violence, effectivement, sur les femmes. Voilà, l'important, c'est quoi? C'est la parole qu'il faut libérer, et comment faire justement pour la libérer. C'est pas toujours évident, on le voit que de plus en plus c'est fait. Alors cet acte dont vous parlez, de ce fait divers, était absolument affreux, donc effectivement à 11 ans c'est un peu compliqué, mais même les femmes dans leur couple, etc., comment est-ce qu'on fait pour leur redonner confiance et leur dire oui, parler aux associations, parler aux juges,
juge, aller au commissariat. C'est compliqué quand on a connu une telle violence. Alors, c'est compliqué. Maintenant, pour leur donner envie de parler, il faut que nous-mêmes, nous brisions le silence. C'est-à-dire que tous les acteurs, les journalistes, les politiques, les associations, les différents intervenants de la vie, un médecin, peu importe, mais que tout le monde déjà brise le silence de ce fléau aujourd'hui qui pourrit, parce qu'on va utiliser ce terme-là, qui pourrit aujourd'hui notre société. Il faut vraiment qu'on brise tous ensemble le silence et dire Parce qu'un que c'est un acte tabou doit encore. être... Je pense que c'est encore tabou. Et les Ça victimes existe elles-mêmes... et on n'en parle pas. Ça existe, mais on n'en parle pas parce que le fait de ne pas en parler, on pense que ça n'existe pas. Enfin voilà, je pense qu'il y a un réel effort à faire de notre côté aussi, de briser le silence, de dire que ça existe, que la personne qui est victime de ces actes n'est pas toute seule, qu'il y a d'autres personnes qui sont également victimes, et donc lui donner envie justement de s'adresser aux interlocuteurs qui peuvent l'aider, puisqu'il y a des associations aujourd'hui qui aident, qui œuvrent au quotidien et de manière très efficace pour ces personnes-là, donc que ce soit des femmes ou des enfants, ou même des hommes, hein, s'ils sont victimes de violences conjugales, parce qu'on n'en parle pas, mais ça existe. Bien sûr. Et donc, il y a des gens qui sont là pour les écouter, pour leur venir en aide. Et à nous, aujourd'hui, politiques, de soutenir cet effort-là, de les aider, de les accompagner et de dire les choses comme elles sont. Et d'ailleurs, Marlène Schiappa l'incarne très très bien. Secrétaire d'État à l'égalité Voilà, quand hommes-femmes. c'est un viol, elle dit pas que c'est une agression, elle dit que c'est un viol. Quand c'est du harcèlement, elle parle pas de harcèlement dans la vie du travail, elle parle d'agression sexuelle. Donc elle utilise les vrais termes qu'il faut aujourd'hui libérer. Sans stigmatiser, mais vous parlez de trappe, dans certaines familles, avec une certaine religion, avec certaines d'habitudes, malheureusement, les femmes ont peu de place. C'est difficile aussi de briser le tabou lorsqu'on a tout ce poids de la tradition et du pouvoir des hommes dans ces familles. C'est difficile, c'est effectivement Vous l'avez peut-être difficile. connu Il vous-même faut le en tant savoir. que- Il faut savoir que c'est difficile. Ayant vécu à Trappes. Voilà, ayant vécu à Trappes, il faut qu'on en parle aussi parce que ça existe, des familles où on a des difficultés à parler. Moi, dans mon entourage, alors pas spécialement chez nous, puisqu'on a eu vraiment... Bon, je pense que c'est une question aussi d'éducation, Bien sûr. de culture. Donc, il y a un certain nombre de choses qui rentrent en ligne de compte et on ne peut pas les effacer ou en tout cas les occulter. Il faut qu'on aussi s'adresser à ces personnes-là. Je pense qu'il faut avoir une certaine... utiliser le discours qui leur convient, Qui leur parle. qui leur parle pour qu'elles puissent sortir et briser le silence. Donc ça, c'est difficile, ça va être un travail vraiment assez compliqué à faire, mais en tout cas, nous sommes mobilisés pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et puis, l'égalité de chance entre les hommes et les femmes n'existe pas encore, on peut le dire. Voilà, l'égalité de salaire, l'égalité de traitement dans les études, ensuite pour trouver du travail. Comment est-ce qu'on lutte contre ça? Parce qu'on en parle aussi ça depuis des années. Tous les gouvernements en parlent et ça ne change pas vraiment. Il y a toujours une grosse différence. Bien sûr, et alors on en parle depuis très longtemps. En 2014, Najat Vallaud-Belkacem a fait voter un projet de loi qui est aujourd'hui essentiel, qui est donc lutter dans les entreprises, notamment l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes. Et donc, de manière, d'un point de vue législatif, un gros travail a déjà été fait. Et je pense qu'il faut aujourd'hui le saluer et il faut avoir eu le courage d'aller au bout de cette démarche. Il reste encore des inégalités de salaire. Et le projet que nous portons aujourd'hui, c'est justement d'aller pointer et de rendre public les entreprises qui ne respectent pas le processus, parce que ça demande un certain temps de rétablir l'équilibre entre les salaires des hommes et des femmes. En tout cas, les entreprises qui ne s'inscrivent pas dans cette démarche-là, elles seront pointées du doigt et rendues publiques. C'est-à-dire que publiquement, vous allez dire un tel, publiquement, un tel, ça a déjà été fait. Donc, publiquement, on rend effectivement... c'est quelque part, oui, nous dénonçons les entreprises qui ne respectent pas l'égalité, en tout cas le rééquilibrage des salaires entre les femmes et les hommes. Ensuite, il va y avoir effectivement un autre débat, processus que nous allons engranger dans le temps, mais qui va plus se concentrer sur un changement de mentalité et notamment dans déjà les toutes petites classes. Je pense que c'est un travail d'éducation à faire dès la maternelle et pour
reprendre en tout cas la main sur ce sujet-là. Pour revenir sur ce que vous disiez sur les entreprises, dans votre circonscription, dans notre département, il y a des entreprises qui pourraient être pointues du doigt sur le non-respect de cette égalité salariale. Je ne l'ai pas encore le nom, mais s'il y en a, je les rendrai publics, bien évidemment, mais pas à ma connaissance, en tout cas pour le moment. Les grandes entreprises qui sont aujourd'hui sur notre territoire, il y a une vraie politique de rééquilibrage des salaires. Donc ça, c'est ce qui est à ma connaissance. Mais si certaines ne respectent pas, je les dénoncerai. Une dernière question très rapide, quelque chose d'un peu plus joyeux pour finir l'émission, c'est quelque chose de joyeux par rapport au département. Paris va accueillir les Jeux Olympiques en 2024 et les Yvelines et Lancourt et 50 ans en Yvelines et Versailles vont être au cœur de cet événement. C'est une bonne nouvelle pour la France et pour le département. C'est une excellente nouvelle pour le développement économique pour la France et pour le département. Donc avec toutes les disciplines que nous allons accueillir, ça va redonner effectivement un certain dynamisme et une certaine joie d'accueillir tous les pays du monde qui vont participer à cette belle manifestation. Et quand vous parlez de joie, je pense que c'est tout à fait ça. Merci beaucoup Nadia Aed d'avoir été notre invitée ce soir. C'est la fin de cet Hebdo Politique. Vous pouvez le retrouver en podcast audio et vidéo. Bonne semaine à tous. À dimanche prochain. Chaque dimanche à 18h, c'est l'Hebdo Politique.